suis pas spécialement malheureux avec mon handicap, même si c'est vrai que ça peut me compliquer la vie souvent. On n'est pas plus malheureux que les autres quand on a un handicap. Ça dépend de quelle est notre histoire, quel chemin on a vécu. Chacun s'adapte à son handicap et ils arrivent à vivre avec. C'est pas naturel de voir quelqu'un handicapé. L'élève handicapé va un peu se sentir rejeté du moule. Quelques personnes vont venir embêter les personnes qui ont un handicap, mais en soi, dans le collège, tout se passe bien, il n'y a pas vraiment de grands problèmes. Oui, je me trouve bien au collège, ça passe bien. Moi, je trouvais ça bien déjà quand je suis arrivé au collège qu'il y ait une classe pour les personnes qui ont des difficultés. En général, ça se passe plutôt bien. Dans notre cas, je pense que ceux qui sont dans le collège, ils sont plutôt heureux. Il y a quelques personnes qui sont handicapées qui vont avoir plus de problèmes à s'intégrer, mais sinon en soi ça se passe bien. C'est chaleureux que des gens aident une personne en situation de handicap, ça nous fait une bonne atmosphère dans la classe. Ceux que je choisis comme mes amis sont des personnes qui ne prennent pas en compte mes handicaps. Ils me traitent comme quelqu'un qui n'a pas de handicap. Pour moi, non, c'est pas triste. Au contraire, parfois ça peut être une aide. Ça nous donne une vision du monde et des avantages que les autres n'imaginent même pas. On développe plusieurs sens. J'ai une ouïe super développée, j'ai un très bon toucher. Moi, peut-être que je suis hyper empathique. Ils vont réussir à s'intégrer plus facilement dans des domaines que nous, on ne va pas forcément arriver par rapport à eux, leurs connaissances. On a des dons incroyables avec ça. Mais après, il y a des jours où j'ai envie de lancer mon ordinateur et mon handicap du 3e étage et m'en débarrasser parce qu'il y a des jours, c'est trop. On n'est pas plus malheureux, c'est plus dur. Je suis très touché de pouvoir être avec vous. Et si vous le voulez bien, on va commencer avec Johanna. Donc Johanna, c'est une étudiante. Alors, ce n'est pas mon étudiante parce qu'elle ne fait pas d'études de philo. Je ne travaille qu'avec les gens qui font des études de philo. Donc handicap et philo, c'est la double peine, on est d'accord? En général, on fait philo quand quelque chose de très mauvais s'est passé dans la vie, quoi. Et donc, Johanna ne fait pas d'études de philo, mais je la croise souvent dans le couloir. Donc, Johanna est une jeune étudiante qui donc n'a aucune motricité, qui ne parle pas, voyez. Et donc, elle peut communiquer uniquement grâce à son super ordinateur. Je reprends sa terminologie. Et donc, quand on est face à Johanna, on peut se poser une question. Johanna ou tant d'autres, je m'étais permis de montrer Johanna parce qu'elle a participé dernièrement à une émission de télé. Donc, c'est pour ça que je me dis que je peux montrer ces images. Et, on se demande, est-ce que la personne en face de nous peut, de façon raisonnable, faire des études? Voyez? Et en fait, la réponse, c'est oui. Sauf que tous les grands spécialistes disent le contraire, quoi. Et le simple bon sens, que ce qu'on appelle le bon sens, dirait, mais évidemment que la personne n'a strictement aucune capacité intellectuelle. Sauf que c'est le contraire qui est vrai, quoi. Voyez. Et donc, ce qui est très surprenant, lorsque on se réfléchit à cette question-là, on se rend compte à quel point on est mauvais pour évaluer les compétences intellectuelles des gens. Voyez. On a tendance à drastiquement restreindre les compétences intellectuelles des gens, en particulier lorsqu'on a en face de soi des personnes qui fonctionnent très différemment de nous. Et Johanna a un sens de l'humour assez génial. L'autre jour, je l'ai croisée et je lui ai posé la question rituelle de comment ça va, quelles sont les nouvelles. Et elle m'a répondu que le soir, elle était allée à la Casa. Alors moi, évidemment, je ne connais pas la Casa. En fait, c'est une boîte de nuit locale, mais comme je ne fréquente pas les boîtes de nuit, donc pardonnez mon ignorance. Je lui ai donc demandé, c'est quoi la Casa? Et Johanna de me répondre, c'est un endroit où il y a plein de gens bourrés, quoi. Et quand c'est une personne qui vous dit ça à travers sa synthèse vocale et son clavier optique, ça a tout de suite un certain cachet. Et c'est là que je me dis que peut-être, en fait, sur le plan social, Johanna se débrouille mieux que moi, quoi. C'est assez étonnant, mais c'est très bien vu sous cet angle. Mais vient un moment donné où presque on doit faire une sorte d'acte de foi. Si vous êtes face à une personne comme Johanna, est-ce que vous lui confieriez votre PC, quoi?
Voyez. Et dans le monde de l'autisme, mais pas que de l'autisme, cette question elle se pose très souvent dans les personnes qui vivent dans des établissements pour personnes handicapées. Est-ce qu'on va leur donner notre PC? Tout le monde vous dira, mais non, quelle idée, il est déficient intellectuel profond, il va te casser ton PC. Ben, en fait, peut-être que sans PC, la personne ne peut pas communiquer. Voyez. Et je dois vous avouer que plus les années passent, et moins je sais ce que veut dire déficience intellectuelle. C'est tellement facile de dire, lui, il est déficient. Mais qu'est-ce que cela recoupe exactement? Et j'aurais plein d'anecdotes terribles à vous raconter. Voyez, une anecdote un peu qui est devenue une sorte de running gag parce que ça se répète assez souvent. Donc j'ai la chance d'aller régulièrement dans des établissements au fond des bois qui accueillent des personnes handicapées. Alors pourquoi au fond des bois? Parce qu'on ne veut pas voir les gens handicapés en ville, évidemment. Donc on les refourgue au fond des bois. Et donc vous voyez votre serviteur à 8h30 ou que sais-je du matin qui frappe à la porte. Donc là, il y a une professionnelle qui voit du matin au soir des personnes handicapées, des gens valides qui m'ouvrent et assez régulièrement, et c'est arrivé en tout cas plus d'une fois, elle me tend des clés croyant que je suis un nouveau petit pensionnaire. Alors c'est excellent parce que ça veut dire que cette professionnelle comprend qu'il y a un club commun entre les gens de l'établissement et votre serviteur. Là où ça devient plus grinçant, c'est pourquoi le soir venu, les nouveaux copains avec qui j'ai passé la journée ou 2 jours seront toujours entre 4 murs et pourquoi moi je serai dans une chambre d'hôtel qui fait le tri. Et comment, sur quels critères, est-ce que le tri a un sens ou pas? Ce sont des questions graves. Et il ne faut pas croire qu'il y a une réponse évidente à ces questions. Et on est très, très, très souvent surpris par les compétences réelles des gens. Et inversement, je connais un certain nombre de gens dits normaux qui ne savent absolument pas gérer leurs finances et tutti quanti. Donc la non-autodétermination, je crois que ça concerne beaucoup de valides. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc la question essentielle, si j'ose dire, c'est la suivante. Est-ce que les prix Nobel sont des déficients mentaux? Ma réponse est oui, clairement. Les prix Nobel sont des déficients intellectuels profonds. Et on peut l'illustrer avec quelques anecdotes. Au-delà des blagues, parfois quand vous vous retrouvez nez à nez avec un prix Nobel, et je pourrais citer des noms, vous avez la conviction profonde d'être face à une personne déficiente intellectuelle, parfois assez profonde. C'est tout à fait étonnant. Donc on peut commencer un peu notre petit bêtisier avec le professeur Higgs. Le professeur Higgs est un très illustre physicien. S'il y a parmi nous des amateurs de physique, vous connaissez sans doute le boson de Higgs. Combien d'humains ont donné leur nom à une particule fondamentale de la matière. Donc là, on est dans la crème de la crème et encore au-delà de la physique mondiale. Donc le professeur Higgs est un très illustre physicien, mais il a un gros souci, c'est qu'il ne sait pas se servir d'un téléphone. Et donc quand les Suédois voulaient le contacter pour lui annoncer en 2013 son prix Nobel, comment le joindre? Non, ils ont eu une idée de génie. Ils se sont dit, on va contacter ses voisins. Et ils sont tombés sur une voisine qui, certes, peut-être, quoique je n'en sache rien, n'était pas très forte en physique, mais par contre, elle savait se servir d'un téléphone. Donc, elle est allée taper à la porte de Higgs et elle lui a donné la nouvelle. Donc il y a 2 sous-espèces d'êtres humains, les uns qui sont très forts en usage de téléphone, les autres qui sont très forts en physique. L'une des catégories n'est pas supérieure à l'autre, mais c'est dans la complémentarité que ça devient intéressant. Voyez? Donc ça, c'est la leçon du professeur Higgs.
hein. On pourrait parler également, entre autres, 1000 autres exemples, de Doris Lessing. S'il y a parmi nous des amoureux de littérature, notamment de langue anglaise, vous connaissez sans doute Madame Lessing. Hein. Donc, Madame Lessing a beaucoup de qualités, mais elle non plus ne sait pas se servir d'un téléphone. C'est quasiment un critère d'obtention du prix Nobel, hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Et un beau matin, Doris Lessing sort de chez elle et elle voit une meute de photographes et de journalistes. Hein. Elle se demande, mais qu'est-ce qui se passe là, quoi, hein. Et ce n'est que longtemps après qu'elle a compris que ça avait été son tour cette année-là, quoi, hein. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que Doris Lessing ne s'intéresse pas du tout à l'actualité. Hein. Et il y a des choses qu'on peut croire comme étant universellement connues et qui de fait ne le sont pas. Ce n'est pas parce que telle personne ignore ce qui nous semble fondamental que cette personne est débile, voyez, et vice-versa. Moi aussi, je peux vous dire une petite anecdote. J'ai une sœur, une grande sœur, oui. Alors, elle n'est pas, on va dire, diagnostiquée autiste, mais bon, parfois on se pose quelques questions. Elle est prof de japonais. Bon, rien que ça mérite parfois quelques diagnostics, hein, mais bref. Et donc, je suis intimement convaincu que ma sœur ignore le nom du président français actuel. Ah, vous me direz, l'heureuse personne, hein, mais au-delà de la petite remarque mordante, hein, ce qu'on peut se dire, c'est que vous pouvez mener une vie tout à fait heureuse et intelligente tout en ignorant le nom des derniers films hollywoodiens et tout en ignorant le nom du président français, quoi. Voyez? Et oui, il y a tant de choses qu'on peut savoir ou qu'on peut ignorer. Et donc, quand on croit que parce que telle personne en face de nous ne connaît pas les derniers films hollywoodiens, c'est qu'elle est forcément débile, ben non, hein, voyez, c'est très variable, hein, ce qu'on doit savoir. Hein. Bon, bref, on pourrait presque parodier Pascal, combien d'univers nous ignore. Hein, voilà, ça serait un peu ça. Alors, bon, il y aurait mille et un exemples, mais on pourrait évoquer John Nash. John Nash, prix Nobel d'économie, s'était rendu célèbre il y a quelque temps parce qu'un film avait été fait sur sa vie qui, je crois, s'appelait A Beautiful Mind. Je crois, c'était un nombre d'exceptions, quelque chose comme ça en français. Et donc pendant longtemps, c'était à peu près le seul film qu'on pouvait montrer dans les associations de personnes schizophrènes. Voyez, parce que la schizophrénie fait de plus en plus peur et donc il n'y a pas de film ou très très peu de bons films sur la schizophrénie. Bref, et donc John Nash, esthétiste schizophrène ou autre, vous savez, les labels ça change au cours des années, donc bref. Mais ce que je trouve génial chez lui, c'est sa fameuse interview lorsqu'il a reçu le prix Nobel. On l'a soumis à une traditionnelle interview un peu pompeuse, hein, où on lui demande que pensez-vous du prix Nobel, etc. Et lui de répondre avec son regard fixe et son ton de voix plat. Le prix Nobel est une chose formidable. Grâce au prix Nobel, j'ai pu avoir des soins dentaires. Voilà, donc souvenez-vous, hein, d'abord le Nobel, puis les soins dentaires pour en venir. Hein. Et je le dis parfois avec un peu d'ironie, mais en fait c'est beaucoup d'amertume surtout. Si vous avez des copains qui bossent dans le monde du handicap et si vous voulez vous brouiller avec eux, vous leur posez une question toute bête. Je suis par exemple autiste dans votre établissement, j'ai 23 caries, qu'est-ce qu'on va faire ? Une question simple, hein? Mais si j'ai des troubles du comportement, c'est pas parce que je suis autiste lourd, hein? Parce que j'ai 23 caries, voyez. Autiste lourd, c'est quand je me gave de chocolat avant Noël. Ça, c'est l'autisme lourd, quoi. Hein? Mais sinon, je ne sais pas ce que ça veut dire, autiste lourd, quoi. Hein? Voilà. Donc, l'ennui, c'est qu'on n'a pas prévu les caries chez les gens handicapés, voyez. Et donc, d'ailleurs, vous pouvez faire un petit test. Hein. Vous prenez votre téléphone, vous vous faites passer pour parent d'un enfant, on va dire en général, et vous cherchez à prendre rendez-vous chez un dentiste. En général, vous devriez y arriver assez vite, quoi. Ben, maintenant, faites le même test, mais en ajoutant enfant autiste.
très curieusement, tous les dentistes seront pris ou non disponibles. C'est ce qu'on appelle en grec le serment d'Hippocrate, quoi. Hein, voilà, hein, voilà. Bon, j'ai parfois quelques mots un peu durs, mais parfois mérités, je crois. Bref. Et donc, c'est toute la question de savoir prendre en compte la personne au-delà d'une étiquette. Pas plus tard que hier soir, j'ai passé un moment avec une maman qui a un fils qui est à la fois sourd et autiste. Alors ça, c'est génial. Il y en a beaucoup, des gens à la fois sourds et autistes. C'est génial parce que l'administration française vous somme de choisir. Est-il sourd et par moment accessoirement autiste, ou bien est-il autiste et par moment accessoirement sourd? Vous voyez, c'est tout à fait génial, cette vision de l'être humain. Mais bon, passons. On pourrait continuer le bêtisier Nobel ad vitam, quoi, vous voyez, parce que finalement, les prix Nobel sont des gens tout à fait intéressant et sur le plan humain. Il y a de drôles de spécimens dans l'univers Nobel. Mais au-delà des blagues, la question fondamentale est la suivante. Voici un stylo. En Belgique, c'est un bic, mais en France, c'est un stylo. Est-ce que ce stylo peut représenter un axe vertical le long duquel on disposerait les gens en fonction de leur intelligence? Voyez, par exemple, il y aurait un certain niveau, ici, ça correspondrait à un tel personnage, puis il y aurait un autre niveau, il y aurait un autre personnage qui serait à ce niveau-là, avec une hiérarchie biologiquement déterminée entre les gens. Ça vous paraît choquant et scandaleux? Vrai, c'est choquant et scandaleux, mais c'est ce qu'on a enseigné pendant des décennies dans les facultés de psychologie. Et c'est ce qu'on appelle, par exemple, le test de QI, de quotient intellectuel, c'est ça. Le test de QI repose sur l'idée qu'il y a un axe vertical unique selon lequel les gens sont hiérarchiquement classés et de façon biologiquement inamovible. Alors, le test de QI, il vient de la fin 19e, toute première année du 20e siècle, parce que les différents gouvernements européens de l'époque ont cherché à ouvrir les écoles à tous les enfants, ou presque. Mais le diable est dans le « ou presque ». Parce que, par exemple, en France, le ministère de l'Instruction publique, ça s'appelait comme ça à l'époque, avait quand même décidé de ne pas scolariser tous les enfants. Et on a chargé un médecin, l'illustre docteur Binet, de créer des outils scientifiques, c'était l'époque du culte de la science, pour éliminer un certain nombre d'enfants de l'école. Et c'est ce docteur Binet donc, qui a créé, entre autres, les tests de quotient intellectuel, etc. Comme je ne veux pas plomber l'ambiance, je ne vous montrerai pas de texte du docteur Binet. C'est une horreur. Vous voyez, ces textes sont vraiment monstrueux à lire. Mais combien de fois, parfois encore aujourd'hui, quand je rencontre par exemple de jeunes psychologues et dans ma fausse naïveté, je leur demande « Ah, c'est génial, mais que faites-vous dans vos journées au cabinet ?» On me répond « Ah, je fais passer des tests de QI, quoi. » Chouette, mais qu'est-ce qu'on va en faire? On a, je crois, une mauvaise religion, la religion de voir évaluer les gens. Ah, la sacro-sainte évaluation, quoi. Voyez? Évaluer, réévaluer. Et évaluer de façon générale, mais surtout en médecine, ça veut dire lister ce qui ne va pas, quoi. Voyez? Et avec ça, on casse n'importe quelle personne. Et si on s'intéressait plutôt à ce que la personne peut apporter à la communauté, voyez? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui sait tout faire? C'est comme ça qu'on détecte les hommes politiques. Mais en fait, non, on ne sait pas tout faire, quoi. Et on dépend des autres sur quasiment tout. Je ne sais pas faire mes vêtements, je ne sais pas faire ma bouffe de A à Z, je ne sais pas faire mon électricité. J'ai besoin de l'aide d'autrui pour ça. Et en échange, l'être humain apporte une petite pierre à l'édifice commun. Ce n'est même pas le handicap, ça. C'est un fonctionnement normal de l'être humain.
voyez. Et j'en discutais l'autre jour avec un copain autiste français et il m'avait dit ceci: le président de la République est lourdement handicapé. Il a besoin de beaucoup d'aide pour remplir ses dossiers. Et c'est vrai, hein? Je n'ai jamais connu de personne handicapée qui aurait besoin du 10e de l'aide humaine du président français actuel. Hein? Ben oui. Et malheureusement, je pense pouvoir en parler un peu en connaissance de cause, parce qu'il y a déjà un certain temps, à l'époque où j'habitais encore à Paris, j'avais été temporairement au service d'une ministre. Et donc, c'est une vie d'assistanat total. Hein. Monsieur le ministre, votre repas est servi. Monsieur le ministre, votre véhicule est avancé. Monsieur le ministre, il y a un tel qui fait antichambre, voilà les éléments de langage. Ça, c'est une vie d'assistanat. Mais personne n'osera dire c'est le handicap. Non. C'est tout à fait étonnant quand on y réfléchit bien. Bon. Bref, donc tout ça pour dire, j'ose espérer qu'aujourd'hui, on va enfin sortir de ces mythes et fantasmes de l'axe de QI unique. Hein. L'intelligence est plurielle, hein, voyez, et les intelligences sont multiples. Hein. Et à ce jour, je n'ai encore jamais croisé de personne qui soit dépourvue de compétences, de qualité, de capacité. On enseigne ça maintenant dans les facultés de psycho sous le terme de théorie des intelligences multiples. C'est très, très bien. À titre personnel, j'appellerais ça le simple bon sens, quoi. Mais bon, chacun c'est son vocabulaire. Et donc, le père fondateur, entre guillemets, de cette théorie-là, Howard Gardner, en fait, à la base, il était prof. Et lorsqu'il a commencé son boulot de prof, ses collègues lui ont fait un sale coup, quoi. Hein. Et apparemment, c'est une tradition parce que ma sœur a eu droit à peu près à la même chose, quoi. Hein. Bref. Et donc, lorsqu'il a commencé, ses collègues, donc anciens profs, ont gardé les bons éléments, entre guillemets, et ils ont refourgué ceux qu'ils considèrent être les cancres. Hein. Donc, Howard Gardner s'est retrouvé à la tête, entre guillemets, d'une classe de cancres. Hein. Bon. Et donc, très vite, il s'est rendu compte que ça n'allait pas se passer comme prévu, hein, en termes de pédagogie. Hein. Donc, l'idée qu'il a eue, c'était de partir, non pas du programme, mais de ce que chaque élève aimait faire. Voyez? Donc, par exemple, un élève fort en dessin, plutôt que de lui faire ingurgiter des phrases en latin pour comprendre l'histoire de l'Empire romain, on va faire autrement. On va lui faire dessiner, par exemple, l'assassinat de César. Voyez? Et donc, l'année scolaire se passe et à la fin, surprise, surprise, les élèves de Gardner étaient plus forts que ceux des autres classes. C'est tout à fait étonnant. Donc, c'est petit à petit par ces expériences vécues que la théorie des intelligences multiples est née. Alors, sans avoir la prétention de faire de grandes théorisations sur ce point-là, je pense pouvoir dire que les gens qui m'ont le plus appris, ce sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds à l'école, soit parce que ces personnes vivent dans des pays où la scolarisation n'est pas vraiment répandue, soit parce que ce sont des personnes en Occident qu'on a exclues du système scolaire. Mais souvent, ce sont les gens qui ne sont jamais allés à l'école qui ont bien des choses à nous apprendre. Et je fais un peu mon mea culpa parce que je suis un peu, au contraire, la caricature de celui qui s'est attardé à l'école. Je crois que j'ai été étudiant pendant 14 ans ou quelque chose comme ça, donc ça fait un peu trop. Même avec le tiers-temps supplémentaire, non, je plaisante. Voilà. Donc, bon, bref, et tout ça pour dire que quand on y réfléchit bien, nous sommes face à un sacré défi. Nous sommes face au défi de la compréhension de cette pluralité humaine, d'une biodiversité humaine assez radicale. Alors, la thèse qui est assez troublante, mais qui depuis des années me donne beaucoup à réfléchir, c'est quand on y songe un peu, les mythes, les légendes, les histoires qu'on racontait aux enfants naguère à la veillée, en fait, tous ces récits étaient pleins de personnes handicapées.
Évidemment, il n'y avait pas le vocabulaire médical, on ne parlait pas de handicap, mais ces récits apprenaient aux enfants la pluralité humaine, la pluralité des gens. Je pourrais vous accabler pendant des semaines entières parce que comme c'est l'un de mes sujets préférés, je pourrais vous donner une quantité d'exemples divers. Mais prenons simplement l'histoire de Heidi. Vous connaissez Heidi, la petite fille dans les montagnes? Alors il y a deux versions de l'histoire. Il y a la version commerciale avec une petite fille et une chèvre quelque part dans les montagnes. Intérêt éducatif et humain, zéro. Ça n'a aucun intérêt, cette histoire-là. Puis il y a la deuxième histoire de Heidi, c'est l'histoire originelle. Et cette histoire-là, en fait, elle rassemble quasiment que des personnes handicapées. Il y a par exemple la petite Clara qui est en fauteuil. Il y a Heidi elle-même qui a un handicap terrible, elle est somnambule. À l'époque, dans la deuxième moitié du 19e, somnambule, c'était la maladie mentale la plus terrifiante qu'on pouvait imaginer. C'était l'époque où on avait peur des revenants, etc. C'est comme aujourd'hui d'être schizophrène, ça évoque les mêmes réactions. C'est l'homme au couteau à minuit dans la ruelle sombre. Voilà. Et puis ensuite, il y a le petit Peter. Le petit Peter, aujourd'hui, on l'aurait diagnostiqué TDAH, multidis, troubles oppositionnels compulsifs et j'en passe. Bref, ça ne se passe pas bien à l'école. On va le résumer comme ça, pas bien du tout même. Voilà. Et puis, il y a le grand-père. Donc, le grand-père, il vit à l'écart du village. Alors, il est autiste, quoi. Mais on ne sait pas trop pourquoi il vit à l'écart du village. Voilà. Et donc, vient le problème, à qui est-ce qu'on va refourguer la petite Heidi? Parce que les gens valides ne veulent pas s'occuper de la petite Heidi. Donc, on va la mettre chez le seul qui ne va pas gueuler, donc chez l'autiste, quoi. Et on amène la petite Heidi chez le grand-père. Et donc, d'ailleurs, je crois qu'on l'appelle grand-père plus à titre affectif. C'est pas forcément des liens de parenté, mais passons. Et donc, quand on l'amène chez le grand-père, celui-ci a une réaction que je trouve géniale. Il demande, mais si la petite se met à pleurer, que devrais-je faire? C'est tout bon, mon camarade autiste, tu vas devoir apprendre à socialiser. Voilà. Ensuite, donc, le Peter casse le fauteuil roulant de Clara. Donc, elle va devoir apprendre à marcher. Et etc. Et toute l'histoire, c'est en fait un enchaînement génial où le handicap de l'un, c'est l'atout de l'autre et vice-versa, quoi. C'est une histoire absolument géniale. C'est d'ailleurs pour ça que l'histoire de Heidi a eu un tel succès. C'est pas à cause de la petite chèvre dans les montagnes, ça n'a aucun intérêt. Et donc, se pose à nous un sacré défi. Est-ce qu'on réussira à transférer aux plus jeunes générations une connaissance de l'autre? Pour le dire un peu crûment, est-ce que TikTok aura les mêmes vertus pédagogiques de diversité que les histoires de naguère? C'est un défi, un enjeu civilisationnel à mon avis. Parce que, vous savez, c'est très facile de croire ou de dire, c'est ce qu'on entend dans les discours publics, qu'en matière d'accueil de la différence, ça va toujours mieux. Si vous écoutez certains discours officiels, vous vous sentez presque au paradis. On vous dira, avant c'était horrible avec les gens handicapés, mais maintenant il y a la loi numéro 148, je ne sais pas quoi, la directive européenne, je ne sais quoi, et donc nous sommes au paradis. Sûr et certain, juré, quoi. Oui, c'est un peu vite dit. Je pense qu'au contraire, nous vivons dans une société qui est extraordinairement dure, qui est même de plus en plus dure.
Et donc tout notre objectif, ce n'est pas de déprimer en ruminant ce constat, mais d'essayer de trouver des solutions pour contrebalancer certaines tendances lourdes de la société. Vous ne me croyez pas? Je peux vous donner quelques exemples très rapides. J'espère que ça va un peu secouer certaines croyances fausses. Dites-moi, il y a un siècle, quand on n'avait pas de maison et quand on voulait une maison, qu'est-ce qu'on faisait? On trouvait un coin où il n'y avait personne et on construisait sa baraque, non? Il n'y avait pas de permis de construire et ça ne coûtait rien. Voyez? Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur d'avoir un logement. Autre exemple, comment est-ce qu'on prenait le train? Il y a des décennies en arrière, on montait dans le train et quand il y avait quelqu'un qui passait, on disait « je descends à telle gare » et il vous disait « ça vous fait tant et tant ». Il y a des pays où ça fonctionne toujours comme ça. Aujourd'hui, c'est de plus en plus dur de prendre le train. Et sans un numéro de téléphone portable, vous n'aurez même pas de billet. Voyez. Et sans une carte bancaire. Ah oui, parce que maintenant, il faut avoir un compte en banque. Naguère, tout le monde, il y a encore 50 ans, quasiment personne n'avait de compte en banque. On recevait sa paye en cash, quoi. Voyez? Et c'était bien plus facile. Aujourd'hui, dès que vous êtes un tout petit peu différent, on ne vous donnera jamais de carte de crédit. Voyez? Et on peut continuer à l'infini. Ou même parfois, on me dit, mais quand même, il y a de plus en plus de visibilité de personnes handicapées. Oui, peut-être, mais vous savez, tous les hommes politiques d'envergure en situation de handicap lourd, que ce soit en France ou dans beaucoup d'autres pays, c'était il y a un siècle. Voyez? Le président Roosevelt, il était quand même gravement malade, et il l'était avant d'être élu président américain et ça n'avait posé aucun souci. Est-ce qu'aujourd'hui ce serait possible? J'en doute fort. Ou alors en France, est-ce que les gens se souviennent qu'il y avait par exemple une gueule cassée avec un visage affreusement mutilé pendant la Première Guerre mondiale, le colonel Picot, qui est devenu ministre dans le cabinet d'Aristide Briand? C'était dans les années 1920. Aujourd'hui, ce serait impensable, parce qu'en termes d'image médiatique, etc. Et je pourrais multiplier les exemples. Mais donc, c'est simplement pour dire qu'il ne faut pas croire qu'une sorte de sens profond de l'histoire nous mènerait naturellement vers des lendemains qui chantent en termes d'inclusion. Ça, c'est à mon avis une croyance assez naïve, si j'ose dire. Mais j'ai été assez mordant, méchant. Prenons une sorte de petite balade positive à travers le temps, si vous le voulez bien. Je vous propose de remonter loin en arrière et on arrive à la préhistoire. Dites-moi, à quoi ressemblait la vie des gens handicapés sous la préhistoire? Est-ce que vous vous êtes posé la question? C'est important, non? Vous me direz peut-être que c'était horrible qu'on les tuait. En fait, non, pas sûr du tout, quoi. J'ai des collègues qui sont archéologues et qui ont trouvé des tombes qui remontent à la préhistoire avec des squelettes de gens ayant les handicaps les plus lourds. Et on peut tout à fait prouver que la personne a vécu. Il n'y avait peut-être pas la MDPH à l'époque, mais il y avait quelqu'un qui donnait à bouffer à la personne, quoi. Voyez, c'est tout à fait intéressant. Et il y a d'ailleurs un nouveau champ de l'histoire maintenant qui consiste à écrire l'histoire de telle ou telle période du monde à travers le regard, le vécu des personnes en situation de handicap. Je trouve que c'est assez fascinant. Et donc il y a entre autres ce bouquin qui s'est proposé de faire de même par rapport à la préhistoire et l'autisme. Comme on n'a pas beaucoup de temps, juste une petite anecdote. Regardons ces dessins. À votre avis, qui a fait ces très très jolis dessins?
Réfléchissons un instant quel pouvait être son profil. Déjà, cette personne devait avoir une excellente mémoire visuelle parce que vous le voyez, les oreilles des fauves correspondent à l'espèce du fauve en question. Ou alors le mammouth. Le mammouth physiquement ne rentre pas dans les couloirs de la grotte, tout comme le fauve ne prendra pas la pose devant vous. Vous devez donc avoir une excellente mémoire visuelle. La plupart des gens surestiment leur mémoire visuelle. Vous ne me croyez pas? Je vous donne une petite preuve. Si vous fermez les yeux, êtes-vous capable de visualiser la tour Eiffel? Vous me direz bien sûr, combien de barres métalliques est-ce que vous voyez et quelle est la structuration des barres métalliques? C'est là tout de suite qu'on voit ceux qui ont une bonne mémoire visuelle et les autres. Donc ici, clairement, c'était une personne qui avait une excellente mémoire visuelle. D'autre part, à quoi est-ce que aspirent les humains? À faire la fête avec les copains au soleil, sans doute. Pas à passer toute sa vie dans les corridors froid, lugubre d'une grotte, non? Il faut avoir un tempérament un peu spécial quand même. D'autre part, à l'époque, il n'y avait pas les beaux-arts. Donc avant d'atteindre ce genre de maîtrise de la technique, vous devez y consacrer des milliers d'heures seul. Et comme la vie était courte à l'époque, eh bien, c'était toute votre vie qui y passait. Ça dessine quand même un profil très spécial de nos artistes. Et alors, on va sauter de quelques milliers d'années encore et l'invention de l'écriture. Qui, à votre avis, a inventé l'écriture? Ici, chers amis, nous avons sous les yeux un exemple de sans doute la plus ancienne langue écrite au monde. C'est du sumérien. Donc, le sumérien s'écrit sur des tablettes. C'est en fait tout petit, ça c'est un grand agrandissement. En taille réelle, ce serait peut-être une carte bancaire ou quelque chose comme ça. Donc vous prenez un maillet et vous donnez des coups sur une tablette en argile. Si vous vous trompez ne fût-ce qu'une seule fois, il faut tout recommencer, on est d'accord. Voyez. Donc est-ce que vous accepteriez de passer votre vie à faire ça? Je ne sais pas. Voyez. Donc là aussi, on peut se poser plein de questions sur qui a inventé l'écriture. En Chine, l'écriture a été inventée par observation des craquelures sur les carapaces de tortues. Donc je ne sais pas si vous êtes parent, mais vous amenez votre enfant qui se passionne pour l'observation des craquelures sur les carapaces de tortues chez le pédopsie. Qu'est-ce que le pédopsie va diagnostiquer ? Je ne sais pas, mais heureusement qu'il y a quelques milliers d'années, dans ce qui allait devenir la Chine, il y avait des types qui ont consacré leur vie à regarder les craquelures sur les carapaces de tortues. Oui. Et on peut sauter quelques siècles, quelques millénaires, et on en arrive au Moyen-Âge. Dites-moi, au Moyen-Âge, quels étaient des métiers ouverts aux personnes qu'aujourd'hui on voit dans le médico-social? Un métier type, très inclusif, c'était quoi à votre avis? Berger, non? Les moutons sont hyper inclusifs. Les moutons ne vous discrimineront pas à cause de votre maîtrise ou non-maîtrise de la grammaire du grec ancien. Et les moutons n'en ont rien à faire de votre tenue vestimentaire. Et au contraire, si vous êtes une personne qui adore la socialisation, ne faites pas berger, parce que vous allez souffrir quand vous serez avec les bêtes quelque part. Donc, il y a un certain profil humain qui correspond à certaines activités. Et jusqu'à une époque tout à fait récente, les métiers du cheval, les métiers type palefrenier, etc., étaient quasiment réservés à des personnes, on va dire, très peu à l'aise à l'oral, pour ne pas dire des gens non-verbaux. Voyez. Donc, il y a beaucoup de réflexions qu'on peut se faire sur la société médiévale. Et en particulier, à votre avis, que devenaient les gens les plus bizarres au Moyen-Âge? Ceux qui n'étaient pas capables de s'occuper des moutons, ceux qui n'étaient pas capables de faire la guerre et ceux qui ne savaient pas réchauffer la soupe. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont créé des petits clubs qu'aujourd'hui on aurait désigné, je ne sais pas, en Amérique ça s'appellerait un
safe space, hein, mais à l'époque on utilisait une terminologie latine, on a appelé ça universitas, quoi. Voyez? Et si vous avez un petit moment à passer, je vous propose très chaleureusement de relire les biographies de beaucoup de profs d'université du Moyen-Âge. C'est extrêmement savoureux, quoi. J'aurais presque envie de le dire vulgairement, tous tarés, tous heureux, quoi. Hein, c'est tout à fait étonnant, quoi. Hein. Et d'ailleurs, les conditions de vie de ces gens étaient à tel point effroyables que les autorités publiques ont toujours pris des mesures pour essayer d'améliorer les conditions de vie de ces miséreux qui n'avaient même pas de soupe chaude à bouffer. Et donc, on a mandaté des gens pour ouvrir des lieux où on proposerait de la soupe chaude. Cet endroit s'appelait à l'époque un collegium et l'un des fondateurs connus de collegium n'était autre que le dénommé Robert de Sorbon. Si le nom dit quelque chose à quelqu'un, c'est ça. Voilà. Donc tout ça pour dire que nous sommes face à un sacré défi. Est-ce que de nos jours, on pourra permettre aux gens bizarres d'avoir une place, hein? C'est une vraie question qui se pose. Alors, si vous le voulez bien, j'ai quelques petites anecdotes à partager avec vous et ça servira un petit peu d'histoire finale, hein, si vous le voulez bien. Alors, pour réfléchir, rien de mieux que les histoires de Disney, quoi. Hein. Donc, j'ai besoin de disneyologues chevronnés parmi nous. Hein. Et j'ai une question à vous poser. Quels sont les chiens les plus connus chez Disney? Les 2 chiens les plus connus. Voilà, bravo, il y a Pluto et il y a Dingo. Voyez, on va parler de ces 2 chiens. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire ici? Un petit peu de patience. Alors, l'histoire commence bien, mais vous verrez, il y aura un couac à un moment donné, hein, dans l'histoire. Donc, on va commencer par Dingo. Chers amis, ici nous avons la toute première apparition de Dingo, hein, dans un film. Hein. Donc c'est une sorte de comédie musicale. Il y a toutes sortes de gens qui viennent assister au spectacle. Et soudain, il y a un vieux chien qui arrive, hein, parce qu'au début c'était donc un vieux chien qui a de très mauvaises manières. Hein. Il est bruyant et perturbe la petite cérémonie ou le spectacle, quoi. Hein, voilà. Et en particulier, il a un rire très fort, un rire qui incarne le handicap mental. Et il suffit de l'entendre une fois, ce rire-là, du premier Dingo pour en être marqué, quoi. Hein. Et c'est justement ce rire qui a tellement frappé le public que le studio Disney a décidé de garder le personnage. Alors, comme vous le voyez, les autres personnages ont disparu. Hein. Par contre, on a gardé Dingo. Et Dingo, depuis lors, un peu relooké, rajeuni, etc., est devenu l'incarnation du handicap mental. Vous voyez, donc Dingo, on le connaît plutôt sous cette apparence-là. Donc, c'est un chien, mais un chien qui ressemble à un être humain. Hein. Donc, il marche à 2 pieds, enfin sur 2 pieds, il a des vêtements comme vous et moi, hein, il parle et il a un boulot, quoi. Voyez, ça c'est donc un chien qu'on appellerait anthropomorphe, hein, parce qu'il fonctionne comme un être humain. À côté de ça, vous avez le deuxième chien, le plus connu, c'est Pluto. Alors, Pluto, c'est un vrai chien. Hein, il marche sur 4 pattes, il ne parle pas, il aboie, hein, il n'a aucune activité humaine, mais il a plutôt des activités de chien. Donc, par exemple, il rattrape une balle, quoi, hein, voyez. Et donc, évidemment, hein, il ne travaille pas. Hein, voilà. Mais voici la question où tout va se gâter. Lequel des 2 incarne le handicap mental? En fait, c'est celui qui sait faire 1000 fois plus de choses que l'autre. Oui, c'est ça. Donc, pour le dire de façon provocatrice et méchante, l'erreur fondamentale de Dingo, ça a été de tenter d'apprendre les compétences des humains, quoi. Et pour le dire encore plus méchamment, quand on est un gamin handicapé, la gaffe à ne jamais commettre, c'est de commencer à parler. Parce que si vous commencez à parler, vous perdez votre assurance vie, quoi.
Oui, hein. Bon, je le dis avec beaucoup d'ironie, évidemment, quoi, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer? Évidemment qu'il ne faut pas en tirer comme conclusion qu'il ne faille pas apprendre des compétences aux gens, c'est pas ça l'idée. Mais il faut, à mon avis, en comprendre qu'il ne faut pas croire que le salut adviendra par le simple apprentissage de telle ou telle combine sociale, quoi. Voyez, combien de fois, surtout ces derniers temps, il y a toutes sortes de vendeurs, de coachs, de ficelles sociales qui promettent aux parents désemparés ou aux gens « Ah, il est autiste, mais ne vous inquiétez pas, donnez-le-moi, rajoutez 50 000 € et je vais vous le rendre non autiste, quoi. » Enfin, quelle blague! Je connais des parents qui ont vendu leur maison, l'argent est allé à divers escrocs, quoi. Voyez? Donc, l'idée ou l'approche qu'on peut avoir, la différence, c'est pas une volonté de normalisation qui ne va pas marcher. Oui. Si j'ose reprendre l'exemple de ma sœur en tant que prof de japonais, bien sûr qu'elle parle le japonais. Elle a passé des années à apprendre toutes sortes de choses et elle est totalement fan du Japon, à un stade d'ailleurs tout à fait étonnant. Mais bon, par contre, je suis sûr que si on l'évaluait selon des critères japonais type, n'importe quel japonais, le premier venu, écraserait ma sœur, quoi. Malgré toutes les années d'efforts de ma sœur. Voyez? Donc, si vous êtes plutôt, ne faites pas la même gaffe que Dingo, quoi. Voyez? Bref. Donc, cet exemple un petit peu grinçant pour dire, on ne peut pas accepter comme unique porte de salut pour les gens différents la normalisation. Je peux vous le dire par une petite anecdote qui est un peu douteuse, mais je pense que parfois on mémorise les choses comme ça. Et il y a un certain nombre d'années, pour diverses raisons, j'étais en Iran, quoi. J'ai eu ma période iranienne, bref. Et d'ailleurs, c'était fabuleux pour moi, pour beaucoup de raisons, mais passons. Et donc, j'avais des copains ayatollahs, des vrais ayatollahs. Je passais du temps tête à tête avec certains d'entre eux. Et donc, lors d'une discussion tout à fait décontractée, certains ayatollahs sont des gens très instruits, de très bonnes conversations d'ailleurs. Je lui avais demandé, je ne sais plus dans avec quelle je dirais, idée derrière la tête, qu'est-ce se passe-t-il si la personne, ou si un musulman apostasie, donc s'il abandonne l'islam, quoi. Et l'ayatollah m'avait répondu, il peut tout à fait abandonner l'islam, mais il ne faut pas que ça se voit de l'extérieur. Et cette réponse m'est restée dans la tête, quoi. Et je me dis, dans le monde du handicap, en fait, on fait pareil, quoi. C'est-à-dire, on aime les gens handicapés, les autistes, tout ça, mais à condition que les autistes soient sociables, et qu'ils aient un excellent relationnel, une apparence non autistique. On les aime beaucoup comme ça, quoi. Vous voyez, c'est tout à fait étonnant. Et donc, l'idée, si vous êtes vraiment bizarre, c'est qu'il faudra vous normaliser d'abord et ensuite on peut espérer une quelconque forme d'emploi ou de je ne sais quoi. Vous voyez, je pense qu'on est souvent bloqué à ce niveau-là. Et quand on discute avec toutes sortes de responsables, alors souvent ils disent « mais moi évidemment que je suis pour l'inclusion, etc. D'ailleurs, je cherche à embaucher, je ne sais pas, des autistes. Est-ce que vous en connaîtriez qui seraient très, 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 très légèrement autistes, juste de quoi avoir le label de travailleur handicapé, et voilà, il faut qu'ils aient une apparence, voilà, tout à fait bon relationnel. Donc en fait, on cherche à gruger la GFIP, quoi. Bon, on est un peu crûment. Bon, bref, passons. Donc ça, c'est un peu l'anecdote des chiens. Mais maintenant, on aura quelques bestioles qui vont apparaître, et alors, c'est une sorte de fausse fable de La Fontaine, si vous le voulez bien. Il y aura un dragon et il y aura ma jumelle astrale. Voilà, ça se finira comme ça, si vous le voulez bien. Voici donc le dragon de Komodo.
C'est une énorme bestiole, hein, c'est un gigantesque lézard. Alors il a quelque chose comme 2-3 mètres de taille, hein, c'est très gros hein, comme animal. Et voici le problème. Il ressemble presque à un dinosaure, quoi. Mais moi, on m'avait appris que les dinos étaient morts il y a des millions d'années en arrière. Voici la question, comment se fait-il que lui, il soit toujours en vie ? Parce que, pardon de parler de façon biologique, hein, mais si vous êtes un animal de grande taille à sang froid, vous avez un inconvénient biologique dramatique par rapport à un animal de taille similaire mais à sang chaud. Vous devriez être liquidé. Comment se fait-il que lui, il est toujours là ? En fait, justement, parce qu'il habite sur l'île de Komodo. C'est une île avec un biotope très particulier, à peu près de l'autre côté de la Terre. Et donc le handicap ne découle pas de telle ou telle particularité médicale. Il découle des aspects excluants d'un environnement, du biotope si vous préférez. Et donc dès lors, si vous êtes en situation de handicap, vous devrez trouver un biotope adapté ou le créer, pourquoi pas. Voyez? Alors parfois ça a l'air bien compliqué tout ça, mais ça peut s'illustrer par un exemple tout simple. Quand on est de petite taille, comment est-ce qu'on fait pour mettre les bagages en haut dans un bus ou dans un train? On est embêté, quoi. Quand on est à l'inverse de grande taille, comment est-ce qu'on fait avec les longues jambes, hein? Donc, quelle est la solution? Est-ce qu'on coupe les jambes des grands? Je ne suis pas d'accord, moi. Voyez? Par contre, peut-être qu'on pourrait construire un bus ou un train avec de la place en bas pour les bagages et de la place pour les longues jambes. Et si vous avez un tel bus ou un tel train, le côté génial, c'est que les gens, lorsqu'ils rentreront dans le bus ou dans le train, ne seront même pas conscients qu'ils sont censés être en situation de handicap. C'est tout à fait amusant. Donc, la leçon du dragon, hein, c'est que le handicap, ce n'est pas une particularité médicale. Hein, ça découle d'un aspect de l'environnement. Et c'est là qu'arrive notre deuxième invité animal. C'est le kakapo. C'est un tout mignon perroquet. Il s'appelle vraiment le kakapo. Hein, je n'ai rien inventé. Hein, voilà. Alors, il est tout mignon, mais il a un grave problème. C'est qu'il a perdu tous ses neurones ou presque au cours de l'évolution. Et aujourd'hui, c'est l'oiseau le plus stupide du monde, paraît-il. Hein. Et dans les bouquins scientifiques, il est décrit comme lent, gras et idiot. Si vous avez des amis qui vous décrivent comme ça, à mon avis, ce ne sont pas des amis. Hein. C'est une petite remarque personnelle, quoi. Hein. Mais je n'ai pas dit un point essentiel. Où est-ce qu'il habite, ce perroquet? Il habite dans l'un des plus beaux endroits de la Terre, les montagnes du sud de la Nouvelle-Zélande. Hein. Et donc, dès lors, peut-être qu'il n'est pas si bête que ça, notre perroquet. Voyez? Parce que de quoi rêver de mieux quand on est un perroquet plutôt que d'avoir une longue vie dans un cadre naturel superbe. Je connais des bipèdes humains qui se croient hyper intelligents et qui passeront leur vie entre deux dalles de béton à respirer des gaz d'échappement. Hein, c'est pas un bon plan. Hein, voilà. Et c'est là qu'arrive le homard. Le homard, il a un sens très développé des hiérarchies sociales. Vous voyez, quand c'est un homard dominant, il prend ses aises. Quand c'est un homard dominé, il se recroqueville. C'est pour ça qu'on dit que c'est le homard qui a inventé le patriarcat. C'est possible. Hein? Je n'en ai pas la preuve technique, mais c'est possible. Et à l'inverse, beaucoup de camarades de notre petit club autistique n'ont pas ces compétences sociales-là. Hein? Je connais un copain autiste, il voulait bosser, il se retrouve dans le bureau d'un grand patron et en entrant dans le bureau, le camarade autiste fait « Qu'est-ce que ça pue ici ?» Il n'a pas eu le job, hein, voilà, hein, parce qu'il faut savoir que le bureau du grand patron sent la rose. Le homard n'aurait jamais fait cette gaffe-là.
Mais dites-moi, ce homard avec ses grandes compétences sociales, qu'est-ce qui lui arrive à la fin? Il se fait bouffer. Donc, à mon avis, il vaut mieux de cacapo, hein, c'est un petit conseil personnel. Et c'est là qu'arrive notre avant-dernier invité, c'est un fantôme. Rassurons-nous, c'est un tout gentil fantôme, c'est Casper. Casper, c'est l'un des personnages les plus touchants du monde de la fiction. Casper veut se faire des copains, mais il n'y arrive pas, parce que tout le monde a peur des fantômes. Casper me fait penser à ces gamins qui restent seuls à la cour de récré. Et c'est là que le grand professionnel arrive et il dit « L'autiste ne joue pas avec ses camarades ». En fait, ce sont les camarades qui ne jouent pas avec lui. Et donc, qui va être diagnostiqué et comment ça, c'est tout le débat. Alors, le moment d'inflexion, c'est lorsque Casper va comprendre le truc secret pour se faire des amis. C'est qu'il va apprendre à aider les autres. Et c'est là qu'il y a un épisode avec un gros méchant ours et un petit scout. Imaginez un gros méchant ours avec de longues griffes, la bave qui coule. Il veut bouffer le petit scout. Alors, le petit scout court. Mais l'ours est beaucoup plus puissant, quoi. Et il est sur le point de bouffer le petit scout. Sauf que c'est à ce moment-là que Casper apparaît, il fait peur à l'ours s'enfuit, le petit scout est sauvé et le petit scout comprend que Casper est un copain. Moralité de l'histoire, c'est ce que je dis aux camarades en situation de handicap. La mission des gens handicapés, c'est d'aider les valides. Hein. C'est sûr et certain. Ça est dans ma petite vie et maintenant quelque chose comme 2 décennies de militantisme par mots et par mots, j'ai pu rencontrer toutes sortes de grands de ce monde. J'ai croisé des milliardaires, des prix Nobel, toutes sortes de chefs d'État. J'ai même rencontré Gorbatchev. Alors c'était aux chiottes, mais rencontré quand même un. Voilà. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est la grande détresse de beaucoup de grands de ce monde. J'ai des étudiants avec des handicaps très lourds qui sont bien plus optimistes, en bien meilleure santé qu'un certain nombre de gens sur lesquels on fantasme sur le plan social. Et c'est là qu'arrive la toute dernière invitée, c'est ma jumelle astrale. Vous savez ce que c'est une jumelle astrale ou un jumeau astral? C'est une personne qui est née le même jour que vous. Et en l'espèce, elle est née le même jour que moi et la même année que moi. Cette jumelle astrale très connue, c'est Britney Spears. Et oui, et Britney et moi, nous avons même un deuxième point commun, c'est que ni elle ni moi ne savons chanter. Bon, ça c'est... je vais rien dire. Mais, donc Britney, pardon de le rappeler aux plus jeunes membres de l'Honorable Assemblée, il y a quelques années, était présentée comme une espèce de déesse. Dans tous les journaux du monde occidental, en une, il y avait les moindres faits et gestes de Britney. Et Britney a eu un succès qui dépasse de très loin les rêveries du plus grand des ambitieux. Et regardons où ça a mené, quoi. Et à côté, il y a une autre jeune femme qui est une jeune Suédoise. Elle s'appelle Greta Thunberg. À 1 kilomètre de distance, on comprend qu'elle est chelou, quoi. Hein? Et quand on a un petit doute, il suffit de lire les écrits de la maman de Greta Thunberg, quoi, hein, pour comprendre toutes les difficultés alimentaires et autres qu'il y a eu dans l'enfance de Greta Thunberg. Greta Thunberg n'a pas de sens social. Hein? Donc, elle est un peu comme le camarade qui fait « qu'est-ce que ça pue ici ?» hein, voyez. Mais pour elle, l'avantage, c'est que quand elle avait 14 ans, qu'elle soit face à Clodo, face à l'empereur du Japon ou à la tribune des Nations Unies, elle parle du même ton et du même sujet, parce qu'elle ne parle que d'un seul sujet. On est dans le club où on ne l'est pas, hein, que voulez-vous, c'est ainsi. Et bilan des courses, eh bien, Greta va bien. Elle a repris des études. Donc, il faut que Greta aide Britney, quoi. Ben oui, c'est ça. Hein. Et, j'aime bien taquiner les gens, je ne suis pas suisse, hein, mais j'aime bien cette phrase. Alors, elle figure dans la constitution suisse actuelle. Hein, la force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Hein, la société humaine, quelle qu'elle soit, a besoin des personnes handicapées. C'est pour ça, à mon avis, que le handicap existe.
hein, parce que la société humaine ne peut pas exister sans les personnes jugées différentes. Hein. Alors cette phrase, on l'a en plusieurs langues ici. Hein. On l'a une fois en allemand, c'est la première version. On l'a en français, c'est la deuxième version. La troisième version, c'est de l'italien. Et est-ce que quelqu'un peut nous dire en quelle langue est la quatrième version? Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, désolé, c'est pas de l'espéranto, non. C'est du rhétoromanche, une toute petite langue. Elle est parlée dans certaines vallées reculées de la Suisse, canton des Grisons, quoi. Hein. Et en Suisse, il y a beaucoup plus d'autistes que de locuteurs de romanche. Mais le romanche est reconnu au même titre que d'autres langues. Voyez? Ce n'est pas parce qu'on a une façon de fonctionner qui est statistiquement ultra minoritaire qu'on doit s'écraser, qu'on doit être normalisé. Et une autre approche serait de dire aux locuteurs du romanche « Allez, basta, stop avec votre dialecte, apprenez une langue standard ». C'est pas l'option qui a été choisie hein, ici. Hein. Alors, j'en discutais il y a quelques années avec Édouard Philippe quand il était en manette et je lui avais dit pourquoi en France, contrairement à d'autres pays, il n'y avait pas de reconnaissance des droits des personnes handicapées dans la Constitution. Il m'avait répondu vous me mettez la pression. Pauvre petit bout de chou. J'espère que ce n'est pas à cause de moi qu'il a attrapé sa maladie de poil. Merci à vous. Merci.